Bien, rebonjour à tous, ou bonjour à ceux qui nous ont rejoints entre-temps, je crois qu'il y en a quelques-uns. Nous allons donc aborder cette deuxième partie de la journée avec une communication de Judith Schlanger, qui est bien connue des fidèles de ces manifestations, qui est donc la grande spécialiste que l'on sait de la paléographie et de la codicologie hébraïque, pierre angulaire de toutes sortes de projets importants. Elle travaille notamment sur la Guéniza du Caire. Elle a publié récemment 2 magnifiques volumes dans les Monumenta Paleographica Mediaevi sur les documents bilingues justement et digraphiques hébreu-latin de l'Angleterre médiévale. Et elle va nous parler aujourd'hui donc de ce carrefour paléographique qui est le digraphisme des scribes juifs et son rôle dans le changement de l'écriture hébraïque, c'est-à-dire donc les interférences entre l'écriture hébraïque et le milieu environnant, essentiellement latin en Europe. Et autre chose au-delà. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Et merci. Je parlerai donc principalement des manuscrits et de l'écriture hébraïque à l'époque médiévale. Nous sommes donc à l'époque où depuis à peu près 1000 ans, les Juifs vivent dans la diaspora, donc ils sont dispersés. La diaspora qui va à l'est de la frontière chinoise, à l'ouest jusqu'à l'Espagne, la France, au nord l'Angleterre et au sud le Yémen, voire l'Inde. Donc le monde médiéval connu fait partie de cette grande géographie du judaïsme médiéval. Forcément, les Juifs, même s'ils gardent une individualité, une identité spécifique, ne vivent pas dans un ghetto ou dans un huis clos à l'époque médiévale. Au contraire, ils sont en contact avec les cultures environnantes et ce contact influence non seulement leur pensée, leur langue, les Juifs parlent la langue de leur entourage, mais aussi, ce que nous allons voir maintenant, leur écriture. Et je vais parler aujourd'hui des interférences, des contacts entre les écritures différentes qui s'opèrent au niveau d'un scribe, donc un scribe ou scripteur juif, qui est capable de fonctionner dans 2 systèmes au moins graphiques différents. Donc il est lui-même capable d'écrire dans les alphabets différents qu'il maîtrise très bien. Et ma question sera ensuite de réfléchir à quel point cette possibilité, cette capacité d'un scribe juif de fonctionner dans les 2 mondes influence à son tour l'évolution, ou plutôt les développements ou les changements de l'écriture hébraïque elle-même. Donc à quel point ce fait de fonctionner dans les 2 systèmes peut changer la typologie. C'est-à-dire l'écriture hébraïque de l'Espagne n'a pas du tout l'air de l'écriture hébraïque de la même période, par exemple de l'Allemagne du Nord. Je vais commencer ce propos avec une citation d'un de mes maîtres, Madame Colette Sirat, qui était pendant très longtemps professeure de paléographie hébraïque à l'École pratique des hautes études et qui est vraiment la fondatrice de la discipline de la paléographie hébraïque moderne, qui s'est penchée déjà sur la question du changement de l'écriture hébraïque et similitudes qui peuvent y avoir entre l'écriture hébraïque et les autres écritures, en disant dans son livre Écriture et civilisation, vous voyez, ça date depuis plusieurs années, mais c'est toujours d'actualité, l'alphabet hébreu, parallèlement au caractère externe du livre, a évolué dans un sens analogue à celui des écritures du milieu contemporain. À notre avis, le style courant dans les autres écritures de la même époque est plus ou moins profondément reflété dans l'écriture hébraïque. Donc elle remarque donc que l'écriture hébraïque suit les mêmes développements graphiques que les écritures autour, les écritures environnantes. Et Malachi Bettarié, qui avec Colette Sirat ont créé le projet international franco-israélien de paléographie hébraïque, enchaîne en 1993 dans un cycle de conférences à la British Library, en reprenant le fait que les manuscrits hébreux ressemblent aux manuscrits des cultures environnantes. Il considère que cette capacité aux manuscrits hébreux
d'utiliser les techniques de la production de livres des autres cultures, des cultures environnantes, fait de ces manuscrits des vrais agents interculturels, donc le point de contact au niveau de la technologie de la production des livres et au niveau de la culture entre la culture juive et les autres. Il se pose la question au sujet de l'écriture, donc est-ce que l'écriture également reflète le monde environnant? Il répond par l'affirmatif, tout en disant cependant, il ne s'agit pas nécessairement du travail des scribes dans le système latin ou arabe, et il parle plutôt d'une influence de manière un peu romantique des Zeitgeist, de vraiment l'esprit du temps. Voilà, les Juifs voient l'architecture gothique pointue, donc les lettres hébraïques vont devenir pointues. C'est ça la logique. Dans les deux cas, donc de manière plus sophistiquée chez Colette Sirat, un tout petit peu plus, je dirais, romantique pour ne pas dire naïf chez Malachi Bettarier, les deux auteurs considèrent donc que l'écriture hébraïque se développe en parallèle et que l'influence est une influence purement visuelle, c'est-à-dire les scribes, les juifs, les scripteurs ou scribes juifs contemplent la réalité esthétique de leur environnement, des livres par exemple, et ils vont imiter des formes qu'ils voient devant eux. Et donc pour Colette Sirat, elle s'est penchée surtout sur les écritures latines et sur les manuscrits latins. Comme celui-là, elle s'est d'abord penchée sur la mise en page et les caractéristiques externes de livres en proposant le modèle des livres à partir de la fin du XIIe siècle. Les livres hébreux dans le monde latin ressemblent par leur mise en page les livres latins avec le système de glossa ordinaria, donc le texte principal au milieu et plusieurs commentaires dans les marges, parfois avec une mise en page très spécifique. Colette Sirat pensait que les Juifs ne connaissaient pas le latin, les Juifs de l'Europe du Nord. Elle acceptait que les Juifs vivant en Italie du Sud connaissaient le latin. Elle-même, elle a beaucoup travaillé sur les traductions qui ont été opérées par les Juifs en Sicile, notamment, de l'arabe, de l'hébreu vers le latin. Mais pour l'Europe du Nord, elle considérait que les Juifs ne connaissaient pas le latin. Donc, elle s'est posé la question, comment ça se fait que les Juifs ont été influencés par le modèle latin? Elle est arrivée à la conclusion que c'est en manipulant, en regardant des livres qui étaient en possession des Juifs, parfois même comme des garanties des prêts sur gage, que les Juifs étaient en contact avec les modèles esthétiques du monde latin. Et voilà. Ceci dit, elle arrive quand même dans son livre que j'ai cité au début, Écriture et civilisation, elle donne deux exemples très importants de l'écriture hébraïque de l'Espagne. Si vous regardez rapidement, il y a des caractères voilà. Donc il y a des caractères carrés, ce qu'on appelle des caractères hébraïques carrés. On voit bien que c'est de l'hébreu pour au moins ceux qui ont vu des manuscrits hébraïques. En revanche, cette écriture-là, qui est bien de l'hébreu, a tout à fait l'air au premier abord de l'écriture arabe. D'accord ? Et c'est un trait caractéristique d'une écriture cursive ou semi-cursive ou livresque qui est utilisée en Espagne médiévale. Et de même, nous prenons un manuscrit à peu près de la même période, donc du XVe siècle, et un manuscrit qui a été produit en Allemagne. Effectivement, nous avons des formes de l'écriture, non seulement la mise en page, mais les formes de l'écriture qui ressemblent d'une manière incroyable à l'écriture gothique latine. Et pourtant, c'est toujours de l'hébreu. Donc les différences à l'intérieur du système graphique hébraïque d'un pays à l'autre peuvent être énormes. Et effectivement, donc, quelle est la raison de cette adaptation de forme des écritures environnantes, d'une telle manière que si on ne lit pas qu'est-ce qu'il y a, on se dit « Ah tiens, c'est un manuscrit latin. Ah, c'est un manuscrit arabe. » C'est-à-dire, c'est à un tel point, fort à un tel point. Donc, à mon avis, l'explication de cette similitude entre l'écriture hébraïque et les écritures environnantes ne peut pas être expliquée uniquement par l'aspect visuel. C'est-à-dire, les scribes regardent, s'inspirent, essayent d'imiter, dessinent les formes. À mon avis, cet aspect n'est pas suffisant. Peut-être il existe, il doit exister. Les manuscrits, on les contemple, on les regarde, bien entendu. L'aspect visuel est là, nous sommes dans un monde graphique. Mais à mon avis, il est complètement
insuffisant pour comprendre cet aspect, je dirais, caméléon de l'écriture hébraïque. Et je pense qu'il faut vraiment supposer qu'il existe des fondements cognitifs ou neurocognitifs très profonds pour qu'un scribe, à un certain moment, commence à écrire d'une manière spécifique qui diffère de l'écriture de base. Il faut peut-être mentionner que l'écriture carrée hébraïque dérive dans toutes ces formations différentes, toutes ces formes différentes médiévales, dérive de l'écriture qui a été développée en terre d'Israël, en Palestine, au premier millénaire avant notre ère. Et les écritures non carrées, minuscules ou cursives, médiévales, dérivent toutes d'une écriture qui a été développée dans les chancelleries des académies en Irak. Donc il y a un développement qui part de l'Orient dans les pays différents et qui se transforme. Donc cette transformation a plusieurs raisons, mais à mon avis, une de ces raisons, c'est l'influence de cultures environnantes. Mais cette influence n'est pas tout à fait purement visuelle. J'ai eu l'opportunité de parler de ce sujet quand il s'agit de l'écriture arabe, qui est particulièrement facile d'une certaine manière à raisonner. L'écriture latine, c'est un tout petit peu plus difficile. Lors de l'année dernière, j'ai eu l'honneur de parler à King's College London. J'étais invitée par Julia Creek et Peter Stokes, qui est ici présent. Donc je parlais de ces phénomènes dans les écritures arabes et je pus me pencher sur la possibilité, je pense, de cerner des circonstances où les changements de l'écriture s'opèrent plus facilement. Je pense que ce changement ne se situe pas dans l'observation des écritures, mais dans la pratique du geste écrit. Donc, pour moi, pour que l'écriture puisse être transformée à un tel point, et je vais vous donner des exemples un tout petit peu plus clairs, il faut que les scribes ou les scripteurs soient familiers avec les deux systèmes graphiques. Il est familier, c'est pas seulement qu'il peut le lire, qu'il peut le regarder, le reconnaître, mais à mon avis, il faut être absolument familier dans les gestes de l'écriture. C'est-à-dire, pour moi, le changement, et c'est de ça que je veux parler, le changement à l'intérieur de la paléographie hébraïque, donc des styles de l'écriture hébraïque, dérive du fait qu'un écrivain, qu'un scripteur est capable d'écrire aussi bien en hébreu qu'en arabe, voire en latin, selon l'endroit où il se trouve. Et j'ai l'impression que cette interférence sur l'écriture se situe au niveau acquis lors de l'apprentissage de l'écriture. Au moment où on apprend à écrire, nous avons un certain nombre, donc il y a des travaux de psychologues cognitifs à ce sujet. Nous allons revenir un tout petit peu vers la fin de ma communication à ces théories, qu'il y a un certain nombre de connexions neuronales qui se créent au moment de l'apprentissage, d'une telle manière que quand une personne qui parle une langue qui n'est pas sa langue maternelle a un accent, on peut avoir un accent en écrivant. Donc, tous ceux qui ont appris, par exemple, l'hébreu plus tard dans la vie, en tant que seconde langue, peut-être pas tous, il y a des calligraphes qui savent imiter les formes, mais il est très facile de reconnaître des scribes qui ne sont pas de scribes natifs d'une langue. C'est absolument évident. Quand vous avez un chrétien, je vais vous le montrer, qui apprend, comme ici, par exemple, qui écrit en hébreu, il n'y a aucun doute pour un paléographe que ce n'est pas un juif qui l'a écrit. Bien entendu, ça peut être un converti. L'écriture ne nous informe pas sur ses convictions, mais l'écriture nous informe sur sa formation, sur la manière dont il a écrit. Pourquoi ? Parce que l'apprentissage s'est fait par l'apprentissage des gestes de l'écriture, les ductus pour les paléographes, donc un certain ordre et nombre de traits qui sont effectués. Et nous voyons que la manière d'écrire, très belle d'ailleurs, c'est une écriture magnifique. Il ne s'agit pas de dire, voilà, il écrit mal en hébreu. Pas du tout, au contraire. Il écrit très bien, mais il n'écrit pas à la juive. Il n'a pas appris à écrire de la même manière. Voilà. Donc, tout comme un bilingue ou quelqu'un qui parle une deuxième langue peut avoir un accent, comme moi par exemple,
De même, quand quelqu'un écrit dans une autre langue, on peut trouver une sorte d'accent. D'accord ? Donc on peut identifier, une langue peut avoir l'influence sur l'autre, sur la production graphique. Donc c'est ça mon point de vue, c'est ça l'hypothèse avec laquelle je travaille. Pour cette hypothèse, pour vérifier cette hypothèse, il faut d'abord prouver qu'effectivement les scribes juifs à l'époque médiévale étaient capables d'écrire en hébreu, mais aussi dans une autre langue, dans un autre alphabet. Ce qui n'est pas tout à fait évident, parce que quand il s'agit du système d'apprentissage des juifs, nous savons que tous les petits garçons, à partir de l'âge de 7 ans, allaient dans une école juive et apprenaient à lire et à écrire en hébreu. Une langue qui n'était pas leur langue maternelle, parce que les juifs, comme je l'ai déjà dit, parlaient la langue du pays. Donc ils parlaient grec dans un pays qui parlait grec, arabe dans un pays arabe, perse, ancien français pour Rachid III, etc., etc. Donc ils étaient complètement intégrés linguistiquement dans leur milieu, pourtant leur scolarité se passait dans une langue qui, pour eux, était en fait une langue étrangère. C'était bien leur langue du passé, leur langue traditionnelle, langue savante du judaïsme, mais ce n'était pas la langue que la mère parle à ses enfants. Donc la scolarité se faisait à travers et dans un but d'une langue qui, après tout, était une langue étrangère. C'est un peu comme le petit latin, le petit chrétien qui apprenait le latin, qui n'était pas non plus leur langue maternelle. Donc l'hébreu était une langue d'éducation, ce n'était pas une langue maternelle. Et donc, comme le premier alphabet était appris, donc l'écriture et la lecture étaient apprises à travers l'hébreu, donc effectivement, les Juifs avaient peut-être une certaine facilité d'utiliser cet alphabet. Cependant, nous avons suffisamment d'évidence pour savoir que les Juifs étaient non seulement capables de parler, mais aussi de lire et écrire dans les alphabets, dans les systèmes graphiques différents. Donc, pour le monde arabe, nous avons la Guéniza du Caire, ce dépôt des écrits sortis d'usage qui a été déposé dans la synagogue Ben Ezra de Fustat et découvert au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle, où nous avons plusieurs dizaines d'exercices d'écoliers, où, comme dans celui-là, nous pouvons constater qu'un enfant apprend à écrire en arabe et en hébreu exactement en même temps, sur la même feuille de papier, tout en sachant que l'arabe, il réussit mieux que l'hébreu. Hein. Donc c'est tout à fait évident. Nous avons également des ouvrages scientifiques. Nous savons que les Juifs étaient même des scribes, des ouvrages de médecine ou des ouvrages scientifiques en caractère arabe. Donc non seulement ils utilisaient l'arabe dans la vie quotidienne, dans les commerces, etc., mais ils étaient même des scribes. Et dans un mouvement spécifique juif qui s'appelait les Karaïtes, un mouvement médiéval, les copies de la Bible en hébreu ont été translittérées en caractère arabe, vocalisées avec les voyelles hébraïques. Donc nous avons ici un exemple d'une telle Bible, donc livre d'Exode, en caractère arabe, mais en langue hébraïque. C'est juste le contraire de ce qu'on pense d'habitude des langues juives, où nous savons que les Juifs, comme je vous ai dit, ils apprenaient l'hébreu très tôt dans la vie, donc ils avaient l'habitude d'écrire les langues vernaculaires très souvent en utilisant l'alphabet hébraïque. Donc nous avons les judéo-arabes qui au Moyen-Âge, en fait l'arabe écrit en caractère hébraïque, judéo-persan, tat, le judéo-français, comme dans les commentaires de Rachid III et les autres maîtres français, le yiddish, qui était à l'origine le vieux allemand écrit en caractère hébraïque, le ladino, qui était le vieux espagnol, le judéo-catalan, etc., etc., etc. Toutes les langues que les Juifs parlaient. Là, nous avons le contraire. Ce sont des Juifs qui écrivent la Bible en hébreu en caractère arabe. Jeffrey Kahn, qui a publié ce manuscrit, dit, voilà, ce sont des livres d'études. Ils avaient l'habitude d'étudier, c'était plus facile pour eux d'étudier en caractère arabe. Ce qui veut dire quand même que l'écriture arabe est très bien intégrée pour ces individus. Ce n'est pas du tout le cas uniquement pour les Karaïtes. Et il est vrai que certains savants que nous connaissons très bien, ici nous avons l'autographe, un brouillon autographe de Guide des Égarés de Moïse Maïmonide. Donc nous avons plus d'une soixantaine de fragments écrits de la main du grand philosophe qui est mort à Fustat. Donc il y a son archive qui s'est retrouvée dans la Guéniza du Caire. Et nous voyons que dans le Guide des Égarés, l'original que nous avons ici, il a quand même utilisé l'écriture hébraïque pour son brouillon.
Et c'est aussi le cas de ces ouvrages médicaux. Nous avons des ouvrages médicaux dans la Geniza du Caire de sa main. Il les a écrits, donc les brouillons sont en écriture hébraïque. Cependant, nous savons pour les ouvrages médicaux qu'ils ont été composés pour les membres de la famille du calife, de Saladin. Donc c'est tout à fait évident que même si les brouillons étaient en hébreu, il était immédiatement transcrit en caractère arabe. Et nous avons également, dans la Geniza du Caire et ailleurs, des manuscrits de guides des égarés, écrits à l'origine en langue arabe, mais en caractère hébraïque, en caractère arabe. Même si Maïmonide lui-même a dit « Non, non, c'est lui qui translittère le guide des égarés en caractère arabe, je l'ai maudit. » Il suffisait de le dire pour que les copies commencent à circuler par grande quantité. Bien sûr, ça a fait beaucoup de publicité. Effectivement, le guide du vivant de Maïmonide était très bien connu en copie en caractère arabe. Donc là, nous avons une copie plus tardive, 100 ans après Maïmonide, donc du XIIIe siècle, où nous avons, elle est en arabe. Mais si vous regardez bien, vous allez voir que cet arabe n'est pas complètement de l'arabe. Donc, il y a des citations de la Bible hébraïque qui ont été laissées en écriture hébraïque. Du premier coup d'œil, on ne les voit pas, n'est-ce pas? C'est très difficile de voir. Pourquoi? Parce que l'enchaînement dans l'écriture, on écrit exactement dans la même direction. Le scribe écrit d'une manière extrêmement fluide. Son geste est extrêmement fluide, donc il passe d'une langue à l'autre sans s'arrêter. Bien entendu, quand nous avons des textes, là j'ouvre une parenthèse, je parle en principe des scripteurs juifs, là je vous montre quelques manuscrits qui ont été écrits par des chrétiens. Donc c'est une sorte de parenthèse, mais c'est juste pour vous montrer que le problème des directions des écritures est quand même très important dans la fluidité. Donc au moment où l'hébreu et l'arabe, c'était le cas aussi du syriaque que nous avons vu, donc c'est beaucoup plus facile d'enchaîner les écritures qui vont dans le même sens, c'est beaucoup plus difficile de les faire au moment où nous avons des directions différentes, ça augmente la difficulté des fluidités, donc le contact entre l'écriture latine et l'écriture hébraïque est plus difficile qu'avec l'écriture arabe. Donc c'est simple quand nous avons des colonnes séparées, comme ici, mais parfois dans le même, il s'agit d'un dictionnaire du XIIIe siècle qui a été écrit à Ramsey, à l'abbaye de Ramsey en Angleterre, donc XIIIe siècle. Et donc, nous avons dans ce dictionnaire parfois, à l'intérieur des entrées du dictionnaire, aussi l'emploi des mots hébraïques. Et là, vous voyez à quel point le scribe, qui pourtant se débrouille très très bien quand il s'agit d'écrire le mot en colonnes séparées, en revanche, là, vraiment, il a beaucoup de difficultés. Difficultés pour calculer l'espace, difficultés pour former ses lettres. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas les faire d'une manière harmonieuse. Il faut calculer la place, laisser la place, introduire les mots hébraïques. Et c'est difficile. Là, c'est juste, je vous ai apporté cet exemple magnifique d'un scribe chrétien qui écrit en 3 systèmes différents. Donc l'hébreu, très clairement chrétien, absolument magnifique, calligraphique, latin et grec, donc il s'agit du psautier. C'est juste une parenthèse, je l'ai apporté parce que c'est notre publicité pour la journée. Mais voilà, je ne commente pas sur les chrétiens qui écrivent en hébreu, c'est un sujet à part, qui est très intéressant et tout à fait à propos, mais pas pour aujourd'hui. Voilà. Donc, effectivement, quand il s'agit de systèmes graphiques différents de l'arabe, la question est plus compliquée que quand il s'agit de l'arabe, où nous savons parfaitement que les Juifs parlaient arabe, écrivaient en arabe, et comme la Bible karaïte le montre, parfois préféraient l'arabe, l'écriture arabe à l'hébreu. Effectivement, dans l'éducation, ce que je mentionnais dans un des commentaires, l'éducation des petits Juifs se faisait en hébreu et pour l'hébreu, mais le but, c'était de lire le rouleau de la Torah et les prières à la synagogue. Une fois cette capacité acquise, l'hébreu était l'écriture hébraïque, était continuée pour des futurs médecins, scribes, savants, rabbins, mais les autres, même les marchands, se débrouillaient parfaitement bien avec l'écriture locale, non juive. Donc ce n'est pas tout le monde qui écrivait, qui continuait à écrire en hébreu. Tout le monde continuait à lire, mais pas écrire. Donc voilà, donc pour les autres systèmes graphiques, c'est un peu plus compliqué. Nous savons que les Juifs, dans l'ancien monde byzantin,
même après la conquête arabe, donc l'Égypte, Palestine, l'Italie du Sud, qui est restée byzantine, parlait le grec, mais aussi écrivait le grec. Donc il y a des manuscrits hébraïques avec les glosses en caractère grec, comme ici, la petite flèche vous le montre, où les Juifs utilisaient le grec. Et là, nous n'avons pas de problème, parce que quand il s'agit de l'emploi de grec, par exemple en Italie du Sud, dans les épitaphes des pierres tombales, par exemple à Venosa ou à Rome, nous avons jusqu'au 8e siècle, toutes les pierres tombales des inscriptions sont écrites en grec et en latin. C'est seulement au 8e siècle que l'hébreu ressurgit. Avant, il y a juste le mont Shalom ou les dessins de la Ménorah pour montrer l'appartenance juive. C'est à partir du 8e siècle que l'hébreu revient d'une certaine manière dans ce contexte italien-byzantin. Le monde latin nous pose un peu plus de problèmes, tout d'abord parce que nous avons très peu d'évidence de l'écriture hébraïque en tant que telle avant la fin du XIe siècle. Nous n'avons rien. Nous savons que les communautés juives existaient en Europe chrétienne, Europe latine, donc l'Europe du Nord. Depuis l'époque, parfois, dans certains cas, par exemple la Cologne, depuis l'époque romaine, mais nous avons très peu d'évidence. Au XIIe, XIe siècle, la question, comme je vous ai dit au début, posée par Colette Sirath, est-ce que les Juifs du tout parlaient le latin? Est-ce qu'ils étaient capables de se débrouiller en latin? Donc la réponse de Colette Sirath était non. Ma propre réponse est oui. Donc peut-être ils n'étaient pas capables, ils n'étudiaient pas le latin, les grands ouvrages, même si c'est aussi pas si clair que ça, parce que nous avons des auteurs anglais, anglo-normands, comme Berachia Ben Natronai Hanagdan, qui a vécu à la fin du XIIe siècle et qui connaissait parfaitement les ouvrages d'Adélard de Bath, par exemple, qu'il lisait en latin. Donc nous savons qu'il y a eu des savants juifs qui connaissaient parfaitement le latin, qui les lisaient. Et nous avons aussi dans la vie quotidienne, parce qu'on peut toujours se dire, il y a quelques intellectuels qui ont appris à parler le latin. Mais même dans la vie quotidienne, le latin était quand même nécessaire, parce que les documents qui concernaient les transactions entre les juifs et les chrétiens étaient souvent rédigés en latin, confirmés en hébreu, comme vous le voyez ici. Donc nous avons un document en latin, confirmation, tout ce qui est écrit plus haut dans ces documents en latin, je confirme, c'est vrai. Donc l'auteur de l'acte était bien obligé de lire et comprendre pour confirmer. C'est vrai, c'est ce que je dis, c'est ce que je signe, et apposer sa signature. Nous avons également quelques documents, je discutais avec Mark Smith de ces documents particuliers. Nous pensons que ces documents étaient écrits par un juif. Il s'agit de Isaac de Bristol qui a été emprisonné. Et il écrit de sa main, probablement, nous pensons de sa main, une pétition. Donc Marc me dit qu'effectivement, il ne s'agit pas d'une belle écriture de chancellerie, mais en même temps, rien n'indiquerait que c'est écrit par un juif. En même temps, le contenu indique que c'est vraiment un prisonnier, un prisonnier qui écrit au roi, directement une pétition au roi, pour que le roi le libère de la prison. Nous avons beaucoup plus d'évidence de l'emploi de deux alphabets, de la capacité des Juifs d'utiliser l'écriture latine vers le XVe et le XVIe siècle, donc la fin du Moyen-Âge. Là, je vous ai apporté très rapidement l'exemple du Sefer Michlol, un livre de grammaire en hébreu avec deux traductions, la traduction castellane, espagnole, et traduction latine. Donc voilà, donc nous avons ici castellan et latin, et donc l'hébreu et les castellans sont écrits par Alfonso de Zamora, qui était un converti et qui était le premier professeur d'hébreu d'abord à Salamanque et ensuite à Alcalá de Henares, nouvellement fondé. Et ensuite, nous avons donc le texte, la traduction latine, qu'on voit très clairement. Il s'agit d'un scribe différent dans les deux cas. Et c'est d'ailleurs très intéressant parce que quand vous regardez ce texte, la question ne se pose pas. Bien sûr, si un des scribes de l'écriture latine a écrit aussi l'hébreu, c'est forcément celui-là que celui-là. Maintenant, nous pouvons discuter pendant longtemps pourquoi, n'est-ce pas? Mais effectivement, il y a cette première vision globale qui nous permet de former une hypothèse
qui peut-être n'est pas la bonne, mais voilà. Et nous avons d'autres exemples d'emploi de plusieurs systèmes graphiques, l'hébreu, l'arabe, le latin. Ici, nous avons un exemple d'une traduction qui a été faite par Flavius Mithridates, qui travaillait pour Pico della Mirandola, 15e siècle, en Italie. Donc voilà, en vous donnant ces quelques exemples, on pourrait le multiplier, bien entendu. Je pense que nous pouvons être sûrs que les Juifs, à l'époque médiévale, étaient tout à fait capables d'écrire, non seulement de lire, mais d'écrire en écriture arabe, aucun problème, grec, aucun problème, nous le savons, aussi en écriture latine. Et maintenant, la grande question qui se pose est à quel point cette capacité des Juifs d'écrire dans ce système différent a influencé les écritures hébraïques, que, comme nous avons vu, peuvent être très différentes d'un endroit à l'autre. Donc, à Londres, je parlais d'un cas spécifique, c'est le cas de la cursive des Maghreb. Donc, ici, nous avons une lettre tunisienne donc, qui a été trouvée dans la Guéniza du Caire du XIe siècle, et nous avons des formes de lettres. Donc, les caractéristiques de cette cursive, ce sont des formes ligaturées, qui ne sont pas habituellement trouvées dans les autres types de l'écriture hébraïque de cette époque. Donc les lettres sont attachées. Et nous avons les allographes, donc des formes différentes de la même lettre, dans la même ligne, même dans un mot. C'est aussi pour ces lettres spécifiques, les aleph, les he, inhabituelles pour les écritures hébraïques. Nous avons également la tendance de lettres qui soulignent la lettre suivante, donc les bases des lettres qui soulignent les lettres suivantes, qui se trouvent dans l'écriture arabe de l'époque, mais pas tout à fait dans l'écriture hébraïque. Et là, donc, j'ai travaillé sur la similarité du ductus. J'ai pris un document du même lieu, donc tunisien, de la même époque, en arabe et en hébreu. Donc là, vous avez des exemples d'arabe, et là, les exemples d'hébreu. Et donc, j'ai travaillé, ce qui m'a intéressé, c'est les ductus. Donc, une lettre qui se termine par une ligne horizontale à la base, et ensuite, la lettre finale d'un mot, dans ce cas-là, en arabe, c'est un waw, qui est faite en boucle. Pareil en hébreu, nous avons une boucle qui n'existe pas dans les autres types du XIe siècle de l'écriture hébraïque. Nous avons exactement le même ductus en boucle, dans le même contexte graphique, dans le sens que nous avons une base suivie d'une lettre qui termine un mot, ou termine un groupe de lettres. Mais la correspondance n'est absolument pas phonétique. Il ne s'agit pas de la même lettre. Il s'agit du même lieu graphique. Donc il s'agit du même geste, dans la même situation de l'écriture, du geste graphique, mais pas du tout, ça n'a rien à voir avec la langue, avec ce qu'on entend. Ici, nous avons un waw, et ici, nous avons un he, à la fin d'un mot. Donc c'est vraiment, et nous pouvons multiplier les exemples, de même nous avons la lettre kof pour l'hébreu, le même ductus que le sad d'arabe. Donc ce n'est pas la même lettre, ce n'est pas le même son, mais c'est la même situation dans le groupe de mots, la même situation graphique. Nous avons également l'allographe de Aleph. Ceux qui connaissent un peu l'hébreu ne reconnaîtraient pas ce Aleph, il est très spécial, n'est-ce pas? Un peu comme Hamza, effectivement. Donc là, on pourrait se poser la question sur la phonétique aussi, mais nous avons donc la forme des Aleph, et en arabe, la forme des Aïn, qui est exactement la même, d'accord? Donc nous avons les mêmes gestes, voilà. Et en écriture latine, je n'ai pas beaucoup de temps, je pense, donc je vais les faire encore une fois un peu trop rapidement, mais effectivement, si vous comparez quelque chose comme ça, n'est-ce pas, à quelque chose comme ça, un peu plus tardif, on est ici au début du XIIIe siècle, mais bon, voilà, nous avons une écriture complètement différente, pointue, avec les lettres qui sont extrêmement verticales, avec les proportions de noir et de blanc qui vont vers le noir, c'est-à-dire l'espace à l'intérieur des lettres se rétrécit. Bien entendu, l'instrument de l'écriture est complètement différent, ça pourrait influencer également sur les formes. Nous sommes ici avec la plume d'oiseau, avec les formes comme l'écriture latine gothique, pointues, des minimes, donc des traits qui descendent. Donc nous avons, je n'ai pas le temps d'entrer en détail, mais nous avons effectivement des formes qui ressemblent énormément à l'écriture latine, non seulement visuellement, mais aussi la manière de les produire. Donc voilà, nous pouvons voir cette régularité de traits
Comme vous savez, quand vous apprenez l'écriture gothique, ceux qui ont fait de la paléographie latine savent très bien, il faut compter les minimes parce qu'il y a ce côté de petits minimes verticaux qui se répètent. On ne sait jamais si c'est un N, si c'est un U, si c'est un I, et si c'est un M. Et voilà, vous avez, quand vous regardez cette écriture, c'est un peu pareil, avec la petite différence que l'écriture hébraïque est ouverte en bas et l'écriture latine, c'est la même chose que j'ai mis à l'envers, n'est-ce pas? L'écriture latine est ouverte là-haut. Mais en fait, vous avez exactement la même technique et le même enchaînement de gestes. Et donc, au XVe siècle, des formes avec la petite goutte qui ressemblent effectivement à l'écriture gothique allemande. Voilà. Donc, ce sont les quelques exemples que je vous ai montrés. C'est un tout petit peu rapide pour être complètement convaincante. Mais je voudrais conclure en disant que, à mon avis, le fait que l'écriture hébraïque change à un tel point et ressemble aux écritures latines est dû au fait qu'en apprenant une langue qui n'est pas l'hébreu, donc le latin, le grec ou l'arabe, on acquiert une sorte de mémoire de geste. Là, bien sûr, l'expression mémoire de geste n'est pas la mienne. Je me suis inspirée par les travaux de neuropsychologues et notamment, j'ai beaucoup aimé le livre. Donc, je l'ai lu tout à fait en dilettante et sans vraiment connaître les sujets. Je pense qu'on devrait d'ailleurs en parler un peu plus des aspects cognitifs de l'écriture. Mais je me suis beaucoup inspirée des travaux de Jean-Luc Velay, qui travaille sur la mémoire du geste. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau quand on apprend à écrire, quand on apprend à tracer de lettres? Et c'est lui qui a beaucoup, depuis 10 ans, qui travaille sur le fait que l'apprentissage de l'écriture et la réalisation graphique ne sont pas uniquement les questions visuelles. Ce n'est pas vraiment le lien entre l'œil et la main, parce que si vous fermez les yeux, et vous pouvez le faire, et vous pouvez toujours dans l'air tracer, ou sur le papier, tracer vos lettres. Vous pouvez ne pas voir et vous allez pouvoir le faire. Pourquoi? Parce que c'est votre main qui se souvient du geste. C'est comme ce qu'il dit d'ailleurs dans ses travaux. Quand vous allez à la banque, vous oubliez votre numéro de carte bancaire. Si vous essayez de vous rappeler, ça ne revient pas. Mais si vous laissez votre main faire, dans la plupart des cas, ça va revenir. Donc, de même pour l'écriture. Donc, du coup, au moment où vous apprenez une certaine écriture, la mémoire de cet apprentissage reste. Ça peut être dans l'immédiat, ça peut être l'apprentissage de l'enfance, mais je pense que l'interférence entre les écritures se situe à ce niveau-là, au niveau de cet accent qu'on a en écrivant dans une écriture, l'accent acquis, emprunté d'une autre écriture, et je pense que c'est un élément essentiel. Ça peut être les deux systèmes graphiques, mais ça peut être aussi à l'intérieur du même système graphique, de styles différents de l'écriture. Ce que nous avons vu avant, je pense que c'est à ce niveau-là que l'évolution linguistique se situe à un certain degré. Ce n'est pas le seul élément, mais je pense que c'est un élément important. Merci beaucoup.